Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 13. L'horizon s'éclaircit. Les sages conseils du rabouin furent écoutés. Les tauliers, obéissant à son mot d'ordre, refusèrent de s'enrôler dans la ligue que rêvait de constituer le patron de Nancy. Ce factieux ne put ainsi, par des revendications inopportunes, troubler la paix de nos calmes cités. Comme l'avait prévu le vénérable de la corporation, la bonasse succéda bientôt à l'orage. La Société des Nations remisait dans un placard ses foudres et ses encycliques. Le rapport du comité d'hygiène dormait parmi les paperasses séculaires. La confiance renaissait. Les transactions, un instant suspendues, devenaient plus actives. Le Guide rose de 1927 attestera qu'une ère de prospérité ouvre de vastes perspectives de gloire et de richesse aux maîtres de maison. Ils viennent de traverser les temps difficiles. Désespérément, ils ont lutté dans les petites villes vouées à une mort lente par les pouvoirs publics. Mais la terre de France, si hospitalière aux étrangers, leur offre des ressources nouvelles. Les maires de maints chefs-lieux de canton, envahis par les émigrés, ont fait appel à leur dévouement. « On m'a enlevé ma garnison, et puis mon tribunal, et puis mon sous-préfet », me disait un modeste patron. « Mes bénéfices ont baissé de moitié. J'ai monté une tôle dans les régions libérées, et 20 de mes collègues ont fait comme moi. » Cabanes de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Meuse, des Ardennes, vous n'êtes parfois que des baraquements en planches, dressés parmi les camps, non loin des cimetières de soldats. Mais les soirs de paye, vers vos lanternes rouges s'acheminent les ouvriers espagnols, polonais, russes, italiens. Vos tenanciers doivent bénir la guerre. À Calonne, Ricoire, Arnes, Édin, Chauny, Austricourt, Pienne, Carvin, Aumécourt, Barlet, Billy-Montigny, dans bien d'autres bourgs, des maisons closes ont été fondées. Elles s'appellent le Printemps, la brasserie de la Tulipe, le Vert-Galant, le Moulin. Un patron avait même pris pour enseigne à la Société des Nations. Vertement semoncé par le maire, il fit graver sur son carreau dépoli « Au Palais des Nations ». Le magistrat municipal jugea cette rectification insuffisante. Le bouge fut alors baptisé le Cosmopolitain. Ces maisons hébergent des filles souvent flétries, mais dont les corps courageux supportent vaillamment les longs et durs travaux. Celles qui jargonnent l'italien et l'espagnol font prime. Un jour, dans un bar du faubourg Saint-Martin, un placeur offrait une grosse femme sans grâce et sans jeunesse à des patrons de la zone. « 600 francs, et c'est pour rien !»« 6 livres, tu veux rire ? Pour la prendre, faudra nous payer. »« Elle parle le yiddish !» Un taulier de Salomine leva la main. « Adjugé, tous mes clients sont des Polacs. » Dans les contrées du Midi où affluent les émigrés italiens, le Guide rose signalera également de nouvelles maisons de société. Le Pouzin, petite commune de l'Ardèche, n'a plus rien à envier au chef-lieu. La jeunesse pouzinoise et les travailleurs italiens ne vont plus le dimanche au Grand 1 de la rue des Fileurs, à Privas. Ils fraternisent désormais dans une accueillante demeure à 100 mètres de la mairie, la Villa Beau-Rivage. L'arrêté municipal qui a doté ce bourg de 2797 âmes d'une maison close doit être cité. Le 8 janvier 1926, nous, Jules Courtil, maire de la commune de Pouzin. Vu les lois des 19 et 23 juillet 1791, vu la loi municipale du 5 avril 1885, considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt de la morale, du bon ordre et de la santé publique, d'agréer la demande faite par la dame Cassin, épouse Villeneuve, Urbain Camille Victor, née le 11 octobre 1881 à Paris, pour ouvrir aux Pouzins une maison de tolérance. Considérant que ce lieu où doit se tenir la dite maison ne se trouve pas près de l'église, l'école et autres établissements ou bâtiments publics et privés destinés au culte de l'instruction. Arrêtons. Premièrement, la dame Cassin, Augustine, est autorisée à ouvrir une maison de tolérance sur la route de Lannoult, dans l'immeuble Combeaurour. Deuxièmement, une seule maison de tolérance pourra être établie au Pouzin. La tenancière sera tenue d'avoir un registre mentionnant les noms, prénoms, pseudonymes, lieu de naissance, lieu d'où elles viennent et où elles partent de toutes les femmes qui seront pensionnaires dans son établissement. Troisièmement, il est interdit à la patronne de recevoir chez elle les jeunes gens au-dessous de 18 ans. Quatrièmement, il lui est également interdit de laisser ces femmes sortir en ville sans être accompagnées de la tenancière. Elles pourront sortir une fois par semaine. Après leur séjour dans la maison, il est formellement défendu aux femmes de rester dans la localité, de même qu'il est interdit de recruter des pensionnaires dans la commune. Cinquièmement, la patronne est tenue de déclarer à la police les clients suspects qui dépenseraient de fortes sommes d'argent dans son établissement. Sixièmement, la buvette de l'établissement sera rigoureusement fermée à minuit. Seule la lanterne rouge sera éclairée jusqu'à l'aube. Cet arrêté municipal a enchanté le rabouin qui en conserve précieusement une copie dans ses dossiers. Le sombre poème, enclos dans sa dernière ligne et qui me donne la vision fantasmagorique de la lanterne rouge brûlant dans la nuit sur la route déserte de Lannoult, au-dessus de la porte de l'immeuble Combeaurour, M. Auguste n'y est pas sensible sans doute.
Ce qu'il a retenu de l'arrêté du maire, ce sont ces mots. Dans l'intérêt de la morale, du bon ordre et de la santé publique. Voilà notre justification, dit-il. J'irai plus loin. Notre apologie. Si on nous supprime, le bon ordre, la morale, la santé publique en souffriront. Et il ajoute « Je suis heureux aussi de constater que les nouveaux textes accordent officiellement le droit de servir à boire. La buvette de l'établissement. C'est net, précis ?» La plupart des anciens arrêtés interdisent en effet aux maîtresses de maison de donner à boire. Le baron Harold de Portalis a légiféré, article 39. Défense est faite aux maîtresses de maison de tolérance de recevoir les militaires après la retraite, de donner à boire ou de tenir cabaret dans leur établissement. En fait, toutes les matrones sont pourvues d'une licence de débit de boisson. La police municipale tolère cette infraction au règlement. Mais un texte, c'est une garantie, une sauvegarde, et le rabouin pourra désormais opposer aux ordonnances désuètes des décrets inspirés de l'esprit nouveau. Dans la région parisienne elle-même, des maisons de société vont plaquer la note vive de leur lanterne rouge sur la grisaille de petites cités qui, jusqu'à ce jour, étaient privées de ce gracieux ornement. Le maire de C a soumis au conseil municipal une demande présentée par un citoyen, aux fins d'ouvrir une maison de tolérance. « Messieurs, » exposait le solliciteur, « 3000 ouvriers étrangers travaillent dans votre commune. Ces hommes, le soir, sont assaillis de désirs charnels. Où iront-ils s'assouvir ? Dans des cabarets borgnes où des prostituées de bas étage les contamineront. Ou bien, ils voleront les femmes, les jeunes filles. Époux, père de famille, c'est à vous que nous adressons cette requête. Notre maison protégera votre honneur. » Les édiles s'empressèrent d'accéder à cette demande. Dans sa joie, le citoyen, futur patron de la maison de société, versa 30 000 francs à la caisse municipale pour créer, à C, un stade de gymnastes. On inscrivit son nom sur le glorieux palmarès des bienfaiteurs de la commune. Un laurier olympique servira-t-il d'enseigne à sa maison ? Ce regain d'activité enflamme le zèle du rabouin. Il a cessé de pleurer sur la catastrophe de Strasbourg, et avec une louable persévérance, il multiplie les démarches et les intrigues pour s'installer à Vierzon. « Une ville ouvrière de 20 000 habitants qui n'a pas de tôle, c'est honteux !» dit-il. Mais le député socialiste Pérodin, maire de Vierzon, est hostile aux maisons de société. Ce politicien morose a reçu plus de 50 demandes qu'il a systématiquement repoussées. Aux prochaines élections municipales, le rabouin subventionnera ses adversaires. Pithiviers est aussi l'objet de nombreuses convoitises. Sa maison close du quartier de Montauban, le Bel Air, a été supprimée il y a quelques 12 ans. Elle était d'un maigre rapport, mais aujourd'hui les fermiers de Beauce viennent avec faste. Leurs ouvriers agricoles touchent de gros salaires. Une maison de société ferait en peu de temps la fortune de ses tenanciers. 10 concurrents sont déjà en ligne. Tels des pionniers défrichant des terres incultes, les maîtres de maison marchent toujours à la conquête de nouvelles contrées. La patente, la taxe sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur les bénéfices commerciaux grèvent les recettes de la maison close. Mais le fisc est aisément fraudé dans les bateaux de fleurs. Les patrons se gardent bien d'évaluer dans leurs gains les redevances souvent fort élevées de leurs pensionnaires. « J'ai 30 pupilles, dit Tonio. Chacune verse 50 francs par jour, recta, car chez moi, et règne une discipline de caserne. Ça fait donc 1500 francs qui passent sous le nez de ces messieurs du trésor. » Le rabouin, qui reconnaît volontiers, entre amis, que ses gérants ne déclarent pas le quart de leur chiffre d'affaires, se plaint de payer trop d'impôts. J'ai raconté comment il avait demandé au Conseil d'État d'exonérer ces maisons de la servitude fiscale, telles les villes franches d'autrefois. Ainsi que le proclamait avec emphase un de nos plus hauts magistrats, il cherchait son propre salut dans l'abîme de son abjection. Il éprouva un jour une crainte terrible. Un de ses gérants, qu'il venait de révoquer, lui tint ce langage. « Je vais me venger. J'ai tous les livres de la maison en double exemplaire. J'ai noté jour par jour toutes les recettes. Demain, j'adresse une dénonciation au fisc. »« Rends-moi les livres, voleur !» hurlait le rabouin. « Je ferai mieux, » poursuivait le gérant. « Je suis trop humanitaire pour tenir une tôle. Je quitte le milieu et demande une place dans les bureaux des contributions. Je me charge de vous faire rendre gorge à tous. Je ferai tomber des millions dans les caisses de l'État. »« On ne voudra pas de toi, chenapan !»« Si, j'écris au directeur général des contributions que ses agents ne connaissent rien aux combinaisons financières des maisons closes. Je m'offre à tout dévoiler. » Et, avec une fière assurance, il ajoutait « Demain, je serai nommé contrôleur. Gare à vous, taulier !» Pour la première fois de sa vie, le rabouin capitula. « Il y a un malentendu entre nous. On peut s'arranger. Tu vas rester chez moi. » Mais il étouffait de rage. 2 ans plus tard, le gérant humanitaire, qui avait réalisé une petite fortune, put acheter une maison close. Le rabouin respira. « Enfin, dit-il, le voilà taulier. J'aime mieux cela que de le voir dans les bureaux des contributions. Ce bandit nous aurait saignés comme des petits moutons. » De temps à autre, au petit bonheur, le fisc frappe un maître de maison. Le puissant Jalabert, du Chabanais, fut condamné tout récemment à une amende de 25 000 francs.
Après avoir payé, il réunit ses 3 sous-maîtresses. « On m'écrase d'impôts, leur dit-il. Je ne peux plus vous laisser les bouchons de champagne. » Certains fabricants accordent, en effet, une prime de 20 à 40 sous par bouteille vendue. Chaque matin, M. Jalabert, un papier à la main, faisait la récolte des bouchons. Il les comptait soigneusement. « Je n'en trouve que 103, et le livre de caisse porte 112 bouteilles. Il faut qu'on m'apporte les 9 bouchons qui manquent. » Au bout de quelques jours, il se frotta les mains. « Les bouchons vont me rapporter 50 billets par an. Sans le fisc, je n'aurais pas eu cette bonne idée. » Quant aux droits de mutation et d'enregistrement, n'en parlons que pour mémoire. Dans tous les contrats de vente, le prix réel ne figure jamais. C'est de la main à la main que l'acheteur paye le cédant. Il lui remet une enveloppe. Compte. L'autre palpe les billets bleus, mouille son index, et 2 fois de suite les dénombre. Alors une solide poignée de main scelle l'accord. Pour en arriver là, que de ruse, quel luxe de précaution! Le maire ou le préfet peut en effet refuser le brevet de tolérance à la femme de l'acquéreur. Il faut donc, pour que l'acte soit valable, que celle-ci soit officiellement sacrée maîtresse de maison par les autorités. Mais alors le vendeur n'a plus aucun recours contre un débiteur de mauvaise foi. Aussi exige-t-il souvent que les espèces soient déposées entre les mains d'un tiers. Un patron de l'île disait à son futur successeur « C'est pas que je me méfie de toi, mais les 200 sacs que tu dois me verser, tu vas les porter dans mon coffre-fort à la banque. Et si tu refuses de me vendre ensuite, tu garderas mon pèse et je serai marron. Tiens, pour te rassurer, viens avec moi à ma banque. Tu mettras ton fric devant moi dans le coffre et je te donnerai les clés. » Ils procédèrent ainsi, mais l'inquiétude les rongeait tous les deux. « Il a peut-être 2 jeux de clés, » se disait l'acheteur. « Il est bien capable de me filouter. Quand il aura pris mon argent, il me dira qu'il garde sa tôle. » « Cette canaille-là, » pensait le vendeur, « va ouvrir mon coffre en douce et retirer son argent. » Pendant 8 jours, ils ne se quittèrent pas un seul instant. Ils se promenaient en ville, bras dessus, bras dessous, se cramponnant l'un à l'autre. À minuit, au moment des adieux, le vendeur s'écriait « Couche chez moi, mon pote !» L'autre répondait « C'est pas de refus, mais donne-moi un réveil matin !» Et le lendemain, tous deux se levaient à l'aube pour s'épier mutuellement. Les grandes maisons de Paris sont devenues de véritables sociétés en commandite. On achète une part du Hanovre, du Chabanais, du Montoyon, du Saint-Augustin ou du Château-d'Eau, et on la revend sans éveiller les susceptibilités du fisc. Dans un café de la Porte Saint-Martin, ces parts sont cotées comme à la bourse. On entend « Les 2 parts du Hanovre sont passées de 750 000 à 1 million. Le Saint-Augustin est en hausse. Le mois dernier, les 3 associés se sont partagés 120 sacs de bénéfices nets. Le 68 de la rue du Château-d'Eau baisse fortement. C'est une tôle qui a eu des coups durs. Elle dégringole. Louis le Mexicain, qui avait acheté sa part 200 billets, l'a revendu 120. Monsieur Jalabert, du Chabanais, avait 3 associés. Georges le Cuirassier, Ernest le Sourd et Nez Pointu. Il les a remboursés et possède aujourd'hui un établissement d'une valeur marchande de 7 à 8 millions. « Je ne pourrais pas vendre en bloc, » dit-il. « Quand je me retirerai des affaires, je diviserai mon chab en 4 ou 5 parts. » Il est probable que cette opération financière de grande envergure rapportera une bien faible somme au trésor. Le Rabouin a donc raison de proclamer « Demandez notre reconnaissance légale, le droit de plaider devant les tribunaux. Jamais de la vie. Je ne veux pas, moi, être assimilé à un commerçant. Pour prospérer, la tôle a besoin d'ombre et de mystère. » Et en posant sa main sur la tête de son petit-fils, « Souviens-toi de ce que je dis. Quand tu seras en âge d'être taulier, ne dévoile jamais nos secrets aux cavés, aux profanes, aux cadjos. Sois brutal ou diplomate, comme moi, selon les circonstances. Pour réussir dans notre métier, faut jamais avoir recours aux lois. » Ainsi parle le vénérable des maisons de société. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivant, l'avant-dernier déjà, intitulé In Pace.